Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 59 de Fin de séance, épisode qu'on a enregistré le 25 juin 2017 pour parler de It Comes at Night. On a aussi parlé de pas mal d'autres films et de pas mal de news, notamment le fait que les réalisateurs de Han Solo aient été virés, Daniel Day-Lewis a décidé de prendre sa retraite, on a parlé également de Free Fire Patriots Day, les Spider-Man de Sam Raimi, et on est revenu un petit peu sur Nothing Wood, le documentaire qui avait été présenté à Cannes sur un réalisateur afghan. Et voilà, et ensuite on a parlé de ce film d'horreur qui était donc sorti le 21 juin, et vous allez savoir ce qu'on en a pensé, tout simplement. Comme d'hab, on s'abonne au Twitter, à l'Instagram, à la page Facebook. On va nous mettre sur iTunes 5 étoiles, un commentaire génial, et comme ça, je vous laisserai tranquille un jour. Allez. À dire sur le fait que Daniel Day-Lewis a pris sa retraite cinématographique ou pas, parce qu'il a annoncé ça. Moi je suis assez triste. C'est pas la première fois qu'il prend sa retraite, puisqu'il était devenu ébéniste en Italie pendant une période avant d'être débauché par Martin Scorsese pour faire Gangs of New York. Mais il l'avait pas dit qu'il arrêtait complètement le cinéma. Non, il l'avait pas dit. Il était juste allé en Italie pour faire ça. Ouais, mais pendant longtemps quand même. Et là, quand même, il faut se rassurer, on aura sans doute une dernière grande performance de Daniel dans le film de Paul Thomas Anderson qu'il a terminé. Voilà, on se rassure comme on peut. Pour moi, c'est une coquetterie, à mon avis. Il revient. Enfin, tu penses? Oui, comme Luc Besson. Je tiens à rappeler que Miyazaki a pris sa retraite pour la 3e fois et prépare un long métrage. Donc, j'ai l'impression que c'est des mecs qui se fatiguent d'eux-mêmes très vite et voilà, ils ont besoin de se mettre en repos d'eux-mêmes, comme Joaquin Phoenix, comme voilà. Bizarrement. Alors que Daniel Day-Lewis, pour le coup, lui, tu vois, il travaille une fois tous les 2 ans, mais il est fatigué déjà. Ouais, tu vois. Il fait un film. Il se fait rare. Il a vécu avec Isabelle Adjani, c'est pas rien. Ah, ouais. Ça l'a traumatisé. Vraiment. Mais c'est ouais, parce que je crois il a dû faire pas plus d'une vingtaine de films en fait dans sa carrière. Ouais, c'est ça à peu près. Ouais, c'est possible. Tu vois sa filmo et 3 Oscars quand même dans tout ça. Hein, donc, le mec se débrouille pas mal. Et pour moi, il y a 2 news qui sont sorties, qui sont à peu près de la même teneur. En fait, c'est les réalisateurs du spin-off de Han Solo qui ont été virés par la prod. Et l'autre news qui ressemble beaucoup, c'est la Warner qui a décidé, alors je sais plus quel est leur phrasé exact, mais en gros ils ont décidé de ne plus laisser le director's cut au réalisateur auteur quoi. En gros, je vais essayer de te retrouver exactement ce qui. Ouais, j'ai vu cet article, j'ai vu que tu l'avais fait passer ouais. Sur Facebook. Voilà. They're reportedly looking to avoid, donc on va éviter de travailler avec les réalisateurs-auteurs qui veulent un final cut. En gros, on veut arrêter de travailler avec des artistes, quoi. Ouais. Et pour moi, j'ai l'impression que les 2 news sont un petit peu pareilles, c'est que aujourd'hui, il y a des majors, que ce soit la Warner ou la Fox ou ce que tu veux, en fait, ils vont pas t'aider à faire une peinture, ils vont te dire non, mais en fait, colorie ça en vert. Voilà, s'il te plaît. Et tu débordes pas. T'es gentil. Oui, exactement. Et à la limite, si tu débordes un peu, ben, on dirait que c'est un peu ta patte, tu vois. Mais il y a que ça, tu vois. Ça sera pas dans le cadre, mais par contre. Mais non, mais c'est un truc, parce qu'en plus, ce qu'il faut dire, les 2 réalisateurs de Han Solo, en fait, ils avaient quasiment terminé le film, et je crois qu'ils vont retourner une grande partie du film, en fait, avec Ron Howard. Ils avaient commencé en février le tournage, donc t'imagines bien qu'ils ont tourné beaucoup, en fait. Déjà. Est-ce que tu crois qu'ils vont retourner une partie? Ouais, ils ont dit qu'ils allaient retourner une grande partie du film. Mais en fait, ce qui se passe, si tu veux, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que c'est-à-dire c'est pas récent hein, cette pratique à Hollywood de virer des réalisateurs sur le plateau pour reprendre le pouvoir, mais il y a une grosse différence, c'est-à-dire que il y a même des chefs-d'œuvre hein, qui ont été faits avec cette pratique. Je pense à Autant en emporte le vent qui a épuisé successivement 3 réalisateurs.
Cléopâtre aussi, hein, je crois. Cléopâtre, Spartacus, Anthony Mann avait commencé à faire le film avant que Kubrick revienne. Mais en fait, une des grosses différences, c'est que autant en emporte le vent, donc c'est Cukor, le réalisateur du Magicien d'Oz, là je me rappelle plus comment il s'appelle. Putain, j'ai un trou. Je peux pas te dire. Enfin bref, il y a plusieurs réalisateurs qui se sont enchaînés, mais en fait, on peut pas nier que le véritable auteur du film, c'est Selznick, quoi. C'est le producteur qui avait la même mise dessus. De la même manière, en fait, si tu regardes l'Empire contre-attaque ou le Retour du Jedi, c'est certes réalisé par Irving Kershner et Mark Hamill, mais on peut pas nier que en fait le véritable auteur c'est le producteur George Lucas qui était derrière pour chapeauter tout ça. Totalement. Et c'est-à-dire que ça peut donner des grands films. Mais s'il y a un producteur-auteur derrière, tu vois, qui a eu une envie de faire un film plus que de faire des billets, et j'ai envie de dire Kathleen Kennedy, qui s'occupe de la franchise Star Wars à Disney. Et de beaucoup de films de Spielberg aussi, quand même. Et de beaucoup de films de Spielberg, mais dans les films de Spielberg, il y a Spielberg qui est là, tu vois, pour... Absolument. Et quand tu lis des interviews de Kathleen Kennedy, tu sens très bien qu'en fait, son objectif avec Star Wars, c'est pas de faire des bons films, mais c'est vraiment de faire marcher la planche à billets. D'étendre la franchise. Et de faire des montagnes russes à Disneyland après, quoi. Ouais, c'est ça. C'est l'idée. Donc ça fait peur, en fait, pour le résultat, quoi. De toute façon, moi je suis inquiet pour tous ces nouveaux Star Wars. Enfin, moi, je crois que là c'est fini. Bah, pour moi, en tout cas, de mon côté, j'ai plus aucune confiance dans quoi que ce soit. Ouais. Ah non, Ce qui est fou, c'est que, tu vois, ce serait arrivé pour le Star Wars épisode 8. J'aurais pas été étonné, en fait. Que ça arrive pour un spin-off qui n'a aucun lien avec rien du tout. Han Solo, la jeunesse, tu vois, forcément ils ont écrit une histoire, ils ont fait un truc qui va être isolé normalement. On s'en fout de ce qu'ils veulent en faire de Han Solo jeune. Mais non, même là, on veut t'empêcher de faire ce que t'as décidé de faire. De la même manière, récemment il y a Edgar Wright qui a parlé de pourquoi il avait quitté Ant-Man. Il avait quitté Ant-Man, et c'était clairement parce que en fait il avait expliqué qu'ils étaient en train de modifier le scénario sans son accord, et qu'il allait devoir tourner le scénario qu'on lui donnait, et quand il s'est aperçu de ça, en fait il s'est barré, quoi. Après, il y a un truc qui est intéressant, c'est que là, on parle de franchise un peu, colossale, et ça laisse, je trouve, un peu d'espace à des blockbusters qui prennent plus de risques de temps en temps. Ouais. Je sais pas, mais le film de Villeneuve ou des films. Enfin, j'ai l'impression que ça laisse une espèce de zone grise de gros films qui peuvent prendre des risques. Par contre, c'est vrai que Avengers, tout ça, c'est des films complètement, c'est vrai. Ouais, c'est des films générés par des logiciels, quoi. C'est pas du tout. Mais en fait, c'est vrai qu'on en a un peu parlé de ce genre de choses. C'est vrai qu'il y a une nouvelle chose qui peut-être commence à émerger, qui sont des films à gros budget, mais on va dire pour Hollywood à moyen budget. Les films de Villeneuve, tu vois, ça se situe dans. Et c'est vrai que là, il peut se passer des choses. C'est comme moi, ce qui m'a le film qui m'a le plus surpris, qui est dans cette zone-là ces dernières années, c'est le film de Paul Thomas Anderson, Inherent Vice. Ah oui, bah oui. Qui a coûté qui est produit par la Warner, qui a coûté je sais pas entre 30 et 40 millions de dollars, et tu regardes ce film, mais c'est un film expérimental, ahurien. Enfin, tu te demandes comment ça a pu être produit dans des studios comme ça, 40 millions à Jodorowsky pour faire un film, quoi. Exactement, Ce qui n'arrivera pas, a priori. Ouais, mais après, pour rester dans les blockbusters, j'avoue que, à part Villeneuve, je vois pas trop non plus, tu vois. Dans la nouvelle génération, chez Nolan, quand même, il y a Nolan, liberté. Oui, mais, enfin, j'ai eu cette discussion littéralement hier, c'est un peu biaisé, parce que c'est quelqu'un qui a rapporté derrière, des milliards de dollars avec les Batman. Donc maintenant, on lui fait confiance, tu vois. Tu veux dire, il est dans la c'est pareil pour Paul Thomas Anderson, c'est-à-dire qu'en fait, le gars a un historique, c'est pas pour rien qu'on lui donne 30 millions, 40 millions. Non, mais ensuite, il y a autre chose chez Paul Thomas Anderson, c'est qu'il a eu une mécène derrière. Megan Ellison. D'accord. En plus, donc voilà. J'ignorais. Donc, par rapport à, c'est con, je vais prendre un exemple très, très nul, mais quand Michael Bay a fait son premier film Bad Boys, on lui a donné un gros budget à l'époque, pour faire son truc, et c'était un newcomer, quoi. Et aujourd'hui, ça aurait pu se passer pour Han Solo, par exemple, tu vois. Des gars, c'est pas des ultra newcomers, mais quand même. Non, mais en fait, c'est surtout le truc, parce que
on a déjà évoqué Michael Bay. Moi, je trouve que c'est, je le classe dans la catégorie des auteurs stupides. C'est-à-dire, il a un véritable cinéma d'auteur, il a un cinéma à lui. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, dans les réalisateurs qui sont embauchés de la nouvelle génération pour faire des films de super-héros et tout ça, c'est-à-dire, je trouve même pas une même pas une patte stupide comme je peux trouver chez Michael Bay. Chez Michael Bay, il y a une vision. Il y a une vision. Ouais, c'est un auteur. Non, mais encore une fois, on avait discuté, c'est-à-dire. Mais il a une vision. Ah ouais, il a un cinéma bien à lui. Quand on voit Pain and Gain, ouais, il a une vision. Bon, après, voilà. Est-ce que... Enfin, un peu, il y a eu une petite hype à un moment où il fallait aimer ce film, Pain and Gain. Pain and Gain. Ah ouais, moi ça m'a toujours, ça m'a toujours débecté ce film. Je le trouve atroce. Et j'adore The Rock. Enfin, j'ai vraiment toujours été hyper fan de The Rock, mais même à la WWE. Et c'est un mec que j'adore. Typiquement Baywatch, je pense que je vais courir le voir. Mais franchement, on vient d'enregistrer un truc dessus. Okay, ouais, tu me diras ce que t'en penses. Ouais, j'ai refusé d'y participer parce que c'est l'été, c'est mes vacances et j'ai décidé de plus m'infliger des blockbusters de ce genre pendant quelques semaines. En plus, je dois avouer que j'aime bien Zac Efron, je sais pas pourquoi. Ouais. Je sais pas, il est sympathique en tout cas. Je suis comme toi. Ouais, je sais pas, je trouve marrant. J'aime bien. Je trouve qu'il a du... Mais ouais, malheureusement, je pense que tu seras un peu déçu, hein, peut-être. Est-ce qu'il y a des requins? C'est la seule question qui m'intéresse. Ah putain, c'est ça. Il y a eu discussion sur ça dans le podcast d'hier. Tu Ok, bon, j'attends, je regarderai, j'écouterai l'émission. Est-ce que, ouais, enfin bon, c'est toujours un peu le même constat qu'on a. Enfin, au bout d'un moment, on va passer pour les gros communistes du cinéma, tu sais, en mode oui, l'argent dicte tout, c'est inadmissible, mais c'est vrai. Mais non, mais c'est aussi dans notre principe de l'émission où on fait beaucoup aussi de films. On mélange en fait entre cinéma d'auteur et film mainstream, donc on est obligé de regarder aussi l'évolution des tendances absolument de ce qui marche le plus. Ouais. Mais typiquement, si on parle d'audace, un film pour moi comme Guardians of the Galaxy n'est pas du tout audacieux. Non, vraiment pas du tout. C'est la vague de l'époque. On surfe tranquillement dessus, la dérision, etc. Ou même Deadpool. Enfin, je trouve que vraiment c'est de la fausse subversion. C'est même pas transgressif. Non mais ça c'est des questions de marketing. Hein, je veux dire, enfin moi qu'on me l'ait vendu ou pas ces films-là comme des choses audacieuses. Enfin bon, j'ai bien conscience que ça l'est pas. Ça veut pas dire que je vais pas non plus l'apprécier, tu vois. Mais je comprends le fait que forcément, dès que t'es en marketing, il faut que tu vendes ton film avec une petite un petit bonus. D'ailleurs, en parlant de ça, il me semble que It Comes at Night, il y a eu un petit en termes de marketing, il y a eu un petit mensonge sur le produit, tu vois. Ouais, on est bien d'accord, on va en parler. On a dit exactement ça en sortant. Ouais. Parce qu'en fait, on discutait là sur Messenger avec Jérémy, j'avais pas vu la bande-annonce. Moi, genre vraiment, je suis allé voir le film comme ça. Ok, génial. Je savais pas de quoi ça parlait. Ok. Et là, en voyant la bande-annonce, je me suis dit ah ouais, en fait, tu mens aux gens, quoi. Mais en fait, moi j'avais vu la bande-annonce qui m'avait vachement hypé. Et c'est pour ça que je t'ai dit que j'avais bien envie de faire ce film cette semaine. Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce qu'on m'a vendu. Ouais. Ah oui, c'était une vraie publicité mensongère. D'accord. Enfin, assez mais il y a eu de ça, hein. C'est pas la seule. Je me souviens. Quand tu sais, Usual Suspect avait été marketé comme une espèce de comédie. Comme une espèce de film, et en fait ils ont essayé de surfer sur Pulp Fiction. Exactement. Ils l'avaient vendu un peu avec l'humour, tu sais, à la Tarantino, ce qui est pas du tout le film. Franchement, le film. Alors c'est marrant parce que il y a deux écoles sur ça. Et je parlais avec un ami humoriste quelqu'un qui fait un nouveau type de spectacle. En fait, bon, pour vous dire, on prenait en exemple rapidement Elise Moon qui, là, son dernier spectacle ne fait pas un truc d'humour pur pendant tout le truc. Et il y a des choses un peu émotionnelles, entre guillemets, bref. Mais par contre, le marketing de son spectacle est en mode, c'est comme d'habitude, ce sera de l'humour pur, etc. Et il y a la discussion éthique de savoir est-ce que tu as le droit de mentir au spectateur pour faire venir voir ton film, tu vois, même si tu prends une direction différente. Mais en même temps, moi j'avoue que en fait c'est le boulot du marketeur de faire ramener le max de monde dans il y arrive en faisant ça, tu vois, s'il ment un peu. Donc je sais pas. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est Elise Moon fait un spectacle
moins mainstream et il le vend comme quelque comme chose un de truc mainstream, exactement. It Comes at Night est un film mainstream qui se vend comme un film indé. C'est très étrange. C'est une dynamique, c'est quand même une drôle de dynamique. Ça va jusqu'au titre puisque bon, ça rappelle It Follows. Oui. Alors que le titre n'a rien à voir avec le film, on en parlera aussi, mais. Enfin, en tout cas, moi j'ai pas saisi le truc. Ben, bref, on s'est même posé la question si c'était pas un titre anglais choisi par un district français. Non, il s'appelle comme ça. Mais non, c'est genre tu sais comme That Night Therapy quoi. Very bad night. Ouais. Est-ce que vous avez peut-être avant, c'est vrai qu'on parle beaucoup du film du coup. Est-ce que vous voulez qu'on parle d'autres films que vous aviez vus dernièrement justement avant d'attaquer le moi j'avais envie de rajouter une couche. Arthur en avait déjà parlé, mais sur le film de Sonia Kronlund, Nothing Wood. Je sais pas si tu l'as vu à Araski du coup. Non, il passe pas à Toulouse en fait. Donc mince. je sais pas, je vais attendre, peut-être qu'il va passer au bout d'un moment. Et en fait, c'est un très beau film. Je pense que je l'ai autant aimé aussi parce que c'est un film qui parle de cinéma et qui en parle très très bien. Et surtout, en fait, pour rappeler un petit peu, c'est un documentaire sur le seul cinéaste afghan qui est un peu une star une star dans son pays, mais qui fait vraiment des films amateurs avec un caméscope et avec une petite bande de bras cassés qui sont 5 ou 6 et qui l'amènent partout. Et il y a quelque chose enfin, je pense sincèrement que c'est peut-être le plus beau perso de cinéma qu'on verra cette année en fait. D'accord. C'est le mec qui a disparu là. Non, lui c'est son acteur. Alors il y a un truc, voilà, il faut en parler parce qu'il y a la réalité qui rattrape un petit peu le film. C'est-à-dire il y a un acteur dans le film qui est possiblement homosexuel, qui est extrêmement efféminé en tout cas. Et c'est son acteur fétiche. Il joue dans tous ses films et il est plutôt bon. Et il joue des rôles très divers à l'intérieur, et en fait, il cache jamais dans les films sa féminité, c'est-à-dire il le fait jouer toujours dans ces registres-là. Et il y a notamment une scène assez belle où à un moment il doit aller chercher des costumes pour le film, et il va dans un bazar de la ville en fait. Et dans le bazar, il fait un peu le show en mettant des habits de femme et en dansant devant les gens. Et après ça, il y a une scène avec le réalisateur qui l'engueule et qui lui dit mais en fait tu te rends pas compte où on est parce qu'on est en territoire limite taliban, tu vois, etc. Tu te rends pas compte où on est. En fait, si tu continues à faire ça, tu vas te faire tuer. Et moi, qu'est-ce que je vais dire à ta famille quand je vais rentrer quand je vais rentrer à Kaboul, quoi. Et il y a une scène comme ça. Et il se trouve que cet acteur et le réalisateur, ils sont venus à Cannes pour le festival. Et au moment de repartir, l'acteur a disparu. Oui, et en fait, on pense que il a été à Cannes et en fait, il s'est rendu compte que c'était peut-être plus accepté les gens comme lui ici ou des choses comme ça, et qu'il a décidé de partir. Et il est parti dans le terminal d'aéroport. Hein. Il a dit je vais prendre un Starbucks. Il est jamais revenu. Il est jamais revenu. Excellent. Et donc il y a des trucs comme ça, mais il y a un très beau truc sur la fiction, c'est-à-dire que il raconte beaucoup de choses, et dans ses films il s'inspire beaucoup de moments personnels parce qu'il a une vie particulière, c'est-à-dire que tu comprends qu'il est quasiment analphabète parce qu'il a connu la guerre quand il était petit, et du coup en fait il a pas pu aller à l'école, et donc il a un scénariste à moitié aveugle qui le suit pour écrire les dialogues parce qu'il s'est reçu un obus dans les yeux. Enfin tu vois, c'est que des gens un peu comme ça, et quand il raconte ces histoires tu te dis il doit en inventer la plupart. Et puis après, le film interroge des témoins. Par exemple, il raconte que quand il était petit, sa famille le tapait parce que il allait au cinéma tous les jours pour voir des films bollywoodiens. Et on sent l'influence, tu vois, dans ces films. Et on se dit, il doit exagérer. Mais après, on interroge son père, et son père lui disait, je le battais parce qu'il allait au cinéma, tu vois. Et il y a des choses comme ça. À un moment, il raconte un de ses premiers films, en fait, où il était commandant d'une milice dans un village, et il se servait de ses soldats pour faire des films. Et en fait, au milieu du tournage du film, il y a une bombe qui est tombée sur eux, qui a décimé la moitié de l'équipe. Putain. Et en fait, la moitié restante qui était à l'hôpital, il racontait qu'un jour après être allé à l'hôpital, il y en a qui avaient des membres arrachés, le réalisateur qui s'était pris des éclats dans le dos, ils sont ressortis avec des béquilles pour finir le film, tu vois. Ah ouais. Et ils ont cette espèce de truc. Il y a un truc que le réalisateur a vachement intégré. Il a dit, de toute façon, le moment et l'heure où je mourrai, c'est Dieu qui l'a décidé. J'y peux rien. Donc entre-temps, je fais ce que je veux. Et ce que je veux, c'est faire des films. Et en fait, du coup, il a pas peur du danger, en fait. Il a un truc, tu vois, comme ça, où il va dans des territoires assez dangereux, il a une personnalité. Et il y a une scène extrêmement belle aussi dans le film qui résume un peu l'approche du personnage. C'est, après avoir tourné un film, en fait, il amène son équipe à un endroit qu'il voulait leur montrer. Et c'est un endroit où il y a une espèce de colline avec une brèche.
Et en fait, il raconte, en fait, ici, il y a un dragon qui a attaqué le village, et le prophète Ali a pris une épée et a tranché le dragon, c'est ce qui a fait ça, et ensuite le dragon s'est posé et a formé cette montagne. Et la réalisatrice va voir le réalisateur et lui raconte t'y crois toi à cette histoire? Et le réalisateur il fait je sais pas, et en fait ça m'est un peu égal, c'est ce qu'on raconte et ça me va. Et en fait c'est vraiment son approche de la vie, c'est grosso modo ce que je raconte, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, ouais, bien sûr. Mais en fait il y a un truc, c'est que finalement pour lui le cinéma c'est plus fort que la mort, tu vois. Et il y a un truc super beau sur ça. Enfin voilà, je voulais en rajouter une couche parce que j'étais super enthousiaste il y a pas beaucoup de copies, je crois. Il y a trois cinémas à Paris, donc j'imagine qu'en province c'est pas. Ouais, mais je conseille vraiment d'aller le voir parce que c'est un film très populaire. C'est vraiment tu ris, c'est drôle. Il aurait pu être mieux distribué. Je pense que c'est vraiment le film qui peut plaire à tout le monde. Tu vas avec ta famille. Et puis ça a à voir avec un peu avec le style de Mograbi ou pas trop? Non, pas tellement. Non, okay. Non. C'est pas espèce d'autofiction comme ça. Non. Ok. Non. Ok. Enfin, voilà. J'essaierai de le voir, hein, forcément, le plus rapidement possible, peut-être en venant à Paris, hein, du coup, hein, s'il passe pas ici. Est-ce que vous avez vu d'autres films, un petit shout-out pour un truc? Ouais. Moi, je vais faire très court. Cette semaine sur NT1, j'ai revu Spider-Man 2 de Sam Raimi. Et j'avais oublié à quel point c'est une histoire d'amour géniale. Non, mais en fait, au-delà de tout, de la qualité du film en soi, de la nullité des reboots, l'histoire d'amour est géniale dans le film. Il y a un truc de... Je sais pas, quand on voit Kirsten Dunst embrasser son nouvel amoureux quand ils sont séparés, c'est terrible. Ça fend le cœur. J'avais oublié à quel point Sam Raimi était fort pour raconter des trucs d'émotion simples, quoi. Et il sait le faire dans Drag Me to Hell, il sait le faire dans tous les films. Voilà, c'est juste pour dire que je sais pas si vous connaissez Sam Raimi, mais il est très très fort. Très bien. Trop dénigré avec trop de reboots en fait cette première mouture de Spider-Man et pourtant c'est celle qui a permis tous les films de super-héros après en fait parce que Et puis pour moi justement c'est un truc qui ne sacrifie pas la dérision, et ça c'est bon, ceci dit c'était moins l'époque, mais tout ça est très sérieux finalement, même si c'est un teen movie amélioré. C'est sérieux ce qui est raconté, les drames humains sont sérieux, enfin les problématiques humaines sont sérieuses, même chez Dr Octopus il y a quelque chose d'assez magnifique, quoi. Et voilà, et sur le transhumanisme c'est pas si con déjà, alors qu'on est, je sais pas, 2005 le premier c'est 2002, donc ça doit être dans ces eaux-là, je pense. Ben en fait, voilà, ça a 12 ans et ça tient encore le coup. Des effets spéciaux. Enfin bon, voilà, tout ça pour dire que je suis retombé dessus, coupé par 4 écrans de pub. C'était très très bien. Il y a 4 écrans de pub, non? Ouais, si, il y a 4 écrans de pub de 6 minutes. 4 dans un même film, putain, c'est chaud. Qu'est-ce qui s'est passé là? Un film de 2h10. J'ai l'impression que depuis que j'ai arrêté de regarder des films à la télé, ils ont commencé à faire n'importe quoi, en fait. Bah, tu es tenu d'avoir 12 minutes, enfin tu as droit à 12 minutes de pub en 1 heure à la télé en France, et ben maintenant ils font 2 fois 6 par heure. Ok. Et du coup, NT1. Putain, c'est horrible. Expérience de visionnage horrible. Moi, j'ai vu quelques films ces derniers temps. J'ai vu un film qui s'appelle Bleed for This de Ben Younger avec Miles Taylor qui joue là, un boxeur. C'est l'histoire vraie en fait d'un boxeur qui s'appelle Vinny Pazienza, qui est un peu un gambling addict bostonien qui a décidé en fait de passer dans la catégorie de poids supérieur, alors que d'habitude tout le monde essaie d'être dans la catégorie inférieure. Et en gros, voilà, ça se situe dans les années 80. Je vais pas spoiler parce que voilà, il se passe certains événements qui doivent un petit peu montrer la résilience du personnage, etc. C'est un petit peu passé inaperçu, mais je trouve que c'est un bon film. Aaron Eckhart qui joue un coach très intéressant, méconnaissable, dégarni avec une bedaine, genre on est loin du mec de Thank You for Smoking. C'était pas mal, j'avais bien aimé ça. Je pense que Miles
Miles Teller joue très bien. Je pense qu'il a bien préparé son rôle de boxeur. On entend pas mal d'accents de Boston. J'étais dans cette lignée-là ce jour-là, puisque j'ai regardé Patriots Day aussi, qui se passe aussi à Boston. Et par contre, je suis tombé totalement amoureux de ce film, du film de Peter Berg, qui relate les attentats de Boston, donc durant le marathon. C'était en 2013, je crois, un truc comme ça. Donc il y a Mark Wahlberg, Michelle Monaghan, J.K. Simmons, Kevin Bacon. Il y a vraiment de très grands noms dans ce film, et il est ultra intense. Pour moi, ça va devenir un classique moderne, je suis sûr. Je pense que on regardera la filmo de Peter Berg, on oubliera Battleship bien sûr, mais on regardera Patriots Day et on se dira, mais en fait ce mec est trop fort, parce que pour moi, c'est un peu le réalisateur du prolétariat américain, tu vois. C'est le Bruce Springsteen du exactement cinéma, ce que j'allais dire. Ça serait bien, ça serait bien. C'est un petit peu ça. Alors, c'est assez difficile, parce que je vois comment on pourrait voir ce film et se dire ça tombe dans le mélo, mais en fait, pas vraiment. Et j'avoue que j'ai été assez surpris de la teneur émotionnelle de certaines scènes, parce qu'en fait, tu suis le film, tu te dis, ok, on va suivre des flics qui vont être à la recherche des 2 terroristes. Et quand les attentats arrivent, tu es quand même bouleversé quoi qu'il arrive, alors que tu sais que le film est sur ça et tu sais que ça arrive quand même. Donc c'est quand même assez bien mené. Et il y a un truc de l'identité locale, le lien social local des gens de Boston, etc., qui est en général assez connu. Et je trouve qu'il l'utilise bien dans ce film, parce que il y a tout le sous-texte aussi du fait que le Massachusetts et Boston, c'est quand même, tu sais, l'une des premières 13 colonies des États-Unis. Donc il y a toujours un parallèle entre nous les Bostoniens, mais aussi nous les Américains. Et il y a des petites choses intéressantes là-dessus. Et dernier film que j'ai vu, pour vous donner juste vite fait les miams, je dirais que Bleed for This c'est 3, et Patriots Day quand même c'est un bon 4, voilà. Et j'ai vu Free Fire aussi, tu sais, le film dont Jean-Yves avait parlé la dernière fois. Le film de Ben Wheatley. Exactement, et j'avoue que c'est très jouissif. C'est exactement ce qu'on attendait de ce film, c'est-à-dire en gros 2 équipes qui se transforment en 1000 équipes de gens qui veulent défendre un magot et pendant un deal d'armes, et qui se tirent dessus, et c'est du n'importe quoi. Il y a quelques scènes qui sont un peu longuettes, c'est-à-dire qu'en fait tu pouvais vraiment condenser le film en mode presque dessin animé et être beaucoup plus percutant et avoir un visionnage plus simple en fait de ça. Très bon. Armie Hammer, très drôle. Bon, pour ceux qui ne le savaient pas et qui n'avaient pas vu The Lone Ranger, mais là clairement il prouve qu'il a un sens comique assez fort. Et bon, Charlton Copley, Brie Larson, il y a Cillian Murphy. En fait, tout le monde est connu dans ce film, et tout le monde joue le jeu de ce shootout complètement fou, et c'est quand même très drôle. Je dirais 3,5 miam pour ça. Voilà. On peut faire des demi-miams. Ok, d'accord. On doit faire ce sont des frites. Le demi-miam, c'est une portion de frites en fait. D'accord. Le miam, c'est un burger. Je vois, ok. J'avais pas connaissance du système de notation. Il y a des subtilités, hein. D'accord. Il y a contrôle à la fin, donc si tu veux, voilà. Bon, on va pouvoir passer au film du jour. Alors, It Comes at Night, un film de Trey Edward Schultz, sorti donc le 21 juin 2017, sorti cette semaine, avec Joel Edgerton, Kelvin Harrison Jr., Carmen Ejogo, Christopher Abbott, j'ai tout ce à dire, et Riley Keough, qu'on avait déjà vu dans... Il me semble qu'elle jouait Crystal, dans American Honey, voilà. Ouais. Alors que le monde est en proie à une menace terrifiante, un homme vit reclus dans sa propriété, totalement isolé avec sa femme et son fils. Quand une famille aux abois cherche refuge dans sa propre maison, le fragile équilibre qu'il a mis en place est soudain bouleversé. Petit clip. Je vais essayer de vous aider, toi et ta famille. Je voulais te remercier encore de nous avoir accueillis ici. Il y a quelques règles à savoir. Quand il nous arrive de sortir en journée, on préfère y aller par 2, question de sécurité. La porte rouge, c'est la seule issue. Elle est tout le temps verrouillée. Les clés, c'est moi qui les ai, c'est les seules. Le plus important, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a vu? Va dans la maison. Je t'ai dit de rentrer, toi! On sort jamais quand il fait nuit. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de It Comes at Night?
Jérémy. Moi, j'ai vraiment, je suis passé on va dire, du stade de, oui, bon, c'est moyen, à être assez agacé, 24 heures après, et vraiment la sensation de voir un film de petit malin, pas très intéressant, hyper convenu, et en plus soutenu par une critique assez dithyrambique, ce qui est très étonnant. Alors je suis complètement passé à côté, ce qui est possible. Mais pour moi, il n'y a vraiment rien de neuf dans ce film. Il n'y a pas grand chose en termes de mise en scène. C'est plutôt pas mal livré en termes de jeu d'acteur, etc. C'est pas indigne, hein, mais vraiment, je suis passé du stade de oui, c'est anodin, c'est inoffensif, à non, en fait, c'est assez nul. Et voilà. Et en plus, je pense que sur on va dire sur le discours du film, je suis pas super, je le trouve un petit peu touchy à certains niveaux, mais bon, j'irai peut-être un petit peu plus loin après. Ouais, en fait, déjà, ce que je dois dire, c'est que, donc, comme je l'ai dit, j'avais très envie de voir ce film, surtout que, en fait, au niveau cinéma d'horreur, ça fait un an qu'on est gâtés, hein. On a suivi l'évolution de ça dans le podcast. On a eu des révélations de super auteurs que j'ai vraiment envie de suivre, avec des films qui signifient vraiment quelque chose, et j'avais l'impression que c'est ce que serait ce film. Et c'est vrai que j'ai trouvé un film en fait extrêmement convenu, qui suit exactement les codes du film post-apocalyptique, c'est-à-dire il y a rien de neuf, rien de rajouté à ça. Et même au-delà de ça, en fait, moi je trouve que c'est un scénario assez mal écrit. Je dirais un peu plus pourquoi, mais déjà, en règle générale, en fait, un des gros problèmes que j'ai avec ce film, c'est que y a pas de personnage qui se dégage. C'est-à-dire que j'ai un archétype, mais par exemple, il y a deux familles qui sont toutes les deux composées d'un homme, d'une femme et d'un enfant, et j'ai l'impression que les deux mecs sont exactement le même personnage, que les deux femmes sont exactement le même personnage, et en fait, il y a quelque chose que je trouve un peu gênant sur ça. C'est-à-dire, je vois rien de spécial, tu vois, qui va se faire, et en plus de ça, qui remplissent des rôles extrêmement cliché, c'est-à-dire que sans jamais le questionner, où on comprend que en fait c'est les hommes qui dirigent leur foyer, tu vois, c'est eux qui prennent les risques qu'avec leurs gros biscottos, qui sortent les fusils, et les femmes qui restent gentiment au foyer à s'occuper de distiller l'eau, tu vois. C'est une catastrophe. Et en plus, on en parlera un peu plus. J'aimerais parler du genre post-apocalyptique, qui est un genre qui a tendance à être un genre réac, en fait. Et quand je vois ce film, j'ai vraiment l'impression de voir un fantasme de républicain américain, dans le sens où en fait on crée un monde où le port d'armes est justifié et encouragé. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire tout est recentré autour de la cellule familiale. Tout ce qui est à l'extérieur peut attaquer cette cellule familiale. Donc on est dans un monde où en plus, soit dit en passant, on justifie l'utilisation de fusils, alors qu'en fait le mal qui nous est présenté est très mal défini. Attends, tu justifies l'utilisation de fusils, de torture? De torture, ouais. C'est quand même... Non, mais c'est pour ça, je suis passé vraiment d'un stade... ok, c'est indigent, mais ça passe, non, en fait, c'est assez mauvais, quoi. C'est intéressant. Et... Ouais. Juste rapidement, qu'est-ce que toi... comment t'avais ressenti en fait la bande-annonce par rapport au film que tu as vu, que tu pensais que ça allait être un film comment? Parce que c'est vrai que t'étais assez chaud pour mais pour en le fait voir. en fait en voyant la bande-annonce, j'ai l'impression en fait que il y avait tout un truc autour de ce père de famille. D'accord. C'est-à-dire que quand tu sentais que ça allait être vraiment, il allait y avoir un protagoniste, qu'il n'y a pas du tout effectivement dans ce film. Qu'il allait y avoir un protagoniste, mais en plus un protagoniste trouble, c'est-à-dire en voyant la bande-annonce, ils insistaient beaucoup sur cette histoire de porte et de type qui était le seul à avoir la clé. Et j'avais l'impression presque que ça allait être un Barbe Bleue, tu vois, un conte un petit peu sur ce père violent et cette famille et tu vois ce que je veux dire, que ça allait être vraiment une exploration en fait du pouvoir patriarcal dans la famille, de quelque chose de ce genre. Et en fait, je me suis juste rendu compte que en fait, c'est juste un film post-apo comme j'en ai vu plein en fait. Ok. Ouais.
Alors moi en fait, je pense que j'ai pas du tout eu la même impression que vous, et je pense que ça va être la discussion qu'on a eue avec American Sniper en fait, ce film Again, parce que moi j'ai plutôt bien aimé ce film, et je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, mais pour moi c'était voulu, mais avec une seconde lecture. Donc peut-être je parlerai un petit peu plus en spoiler, pour parler du reste de manière assez générale et non-spoiler. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était quand même un film assez intense. Alors j'étais ultra surpris, comme je te dis, je savais rien du tout du film, donc déjà j'étais assez heureux que ce soit un film post-apocalyptique, donc voilà, ça partait déjà avec un bon petit bonus. Et très rapidement, je me suis mis en tête le fait que voilà, tous les personnages étaient des allégories pour d'autres choses. Donc forcément, j'ai continué à voir mon film comme ça. En fait, il y a une volonté de faire un Get Out dans ce film, mais pour l'immigration. Et pas pour tu vois, les Noirs aux États-Unis. Après voilà, j'ai juste un souci en termes de cohérence effectivement dans l'écriture sur le comportement soi-disant qu'on te présente de certains personnages, voilà, à la fin. J'ai bien aimé le visuel, j'ai bien aimé la photo moi dans ce film, j'ai bien aimé aussi le visuel assez particulier, et je pourrais pas dire pourquoi des parties oniriques, tu sais, parce que le fils rêve périodiquement. Comment au fil du film tu sais de moins en moins justement si c'est un rêve ou si c'est la réalité. Je trouvais ça assez intéressant. Je trouvais ça aussi assez cool, l'idée de ne pas vraiment non plus nous présenter l'historique, ce qui s'est passé dans le monde, même ce qui s'est passé dans cette famille. Par exemple, je sais pas si vous avez remarqué, mais le père de famille boite, on sait pas pourquoi. C'est comme ça, et moi j'aime bien me sentir arrivé en plein milieu de quelque chose qui existe déjà. Il y avait un côté Logan dans ce qui se passait un peu quand il était dans la famille. Ça aurait presque pu être un petit peu ça. Après voilà, comme ça manque d'efficacité dans un comportement totalement cohérent de tous les personnages, c'est là que ça rate le coche pour faire un Get Out de l'immigration. Du coup, je peux pas lui laisser passer ça, parce que Get Out, quand tu le revois, en plus, tu te rends compte à quel point c'est tellement bien ficelé, même si tu veux le voir au premier degré, c'est génial. C'est-à-dire, tu te dis, on s'en fout, moi je suis pas intéressé par le racisme des Noirs aux États-Unis, tu regardes Get Out, mais en fait, tu regardes un très bon film quand même. Et là, c'est pas vrai. Sinon j'ai bien aimé le jeu des acteurs aussi. C'était des gens qui sont quand même assez bons et qui vendent totalement leur. C'est du minimalisme aussi, hein, parce que clairement tu l'as dit, il y a pas de protagoniste, tout le monde est assez terne, donc il fallait quand même jouer son truc. T'es pas d'accord, Jérémy? Non, tu trouves qu'il y a un protagoniste quand même ou pas? C'est ça que tu voulais dire? Ah non, pardon, non, j'étais, non, quand tu dis, je rebondissais sur c'est assez terne, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, je trouve ça vraiment, en fait, je trouve que c'est pas généreux du tout comme film. Enfin bon, on en reparlera peut-être plus en détail, mais je trouve que justement en mise en scène, c'est vraiment le tout venant, les motifs habituels, l'espèce de faux truc rough que moi j'aime pas trop Logan pour cette raison. Ah ouais, le truc ok, un peu gritty, un peu genre c'est trop vu. Post Michael Mann, un peu genre je vois. On cherche, on met du grain un peu. Logan, c'était quand même contrebalancé par une vraie belle relation entre le professeur Xavier et Logan. Je parlais juste de tout le monde était très très chaud sur la mise en scène de Logan, et je trouve que c'est pas un film si. Enfin, après c'est vrai que il y a pas de scène en fait qui te marque particulièrement en termes de mise en scène. Voilà, il y a une scène dont je pourrais parler, mais ça va peut-être plus se jouer sur les acteurs eux-mêmes et ce qu'ils ont à dire. Donc voilà, pour une fois c'était un truc sur les dialogues, mais c'est vrai que je vais pas spécialement lui donner un bon point à ce mec pour la réalisation particulière. C'est vrai que c'est assez direct, mais pour moi, comme il y a eu une autre pensée derrière, je pense qu'il y a quelque chose à en retirer. Voilà. Non mais justement, enfin, ça je crois que ça va être super intéressant, parce que je me souviens, il y a pas si longtemps, il y avait un film de Alex Garland qui s'appelait Ex Machina. Ouais. Ah oui. Et en fait, je me souviens, quand j'ai vu ce film, en fait, j'étais parti dans l'idée,
Je suis désolé, je fais une petite aparté là, mais j'étais parti dans l'idée que ça allait être un film sur l'intelligence artificielle, et je suis très chaud sur ce sujet, comme vous le savez, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, et quand j'ai vu le film, en fait, je l'ai trouvé extrêmement moisi sur ça, et je me suis dit je me suis dit ah mais putain, c'est dégueulasse, ça suit pas du tout les choses. Je trouvais que ça passait à côté de tout, que c'était pas du tout recherché sur le sujet, etc. Et j'étais sorti vraiment en me disant je sais pas ce que tout le monde a trouvé à ce film, je le trouve mauvais, mais même mauvais, tu vois. Et ensuite je suis rentré et j'en ai discuté avec pas mal de personnes et qui m'ont donné une autre vision. Et j'étais passé à côté de ça, et qui me disait que c'était plutôt un film sur la place des femmes dans notre société, et justement de les montrer comme des robots parce que c'est la place, tu vois, qui leur est attribuée. Et en ayant cette lecture du film, j'ai repassé un peu le film dans ma tête, et je me suis dit, ah, c'est vrai que derrière il y a autre chose qui est peut-être plus fort sur le sujet, que ça parle beaucoup comme ça d'archétypes qui sont très très présents dans les films, comme le gentil garçon, tu vois, ou les choses comme ça qu'on revoit répétées ad nauseam comme ça dans plein de films, et qu'il y avait une vraie réflexion sur le sujet. Je suis allé le revoir, et à la deuxième vision je me suis dit ah mais c'est pas si bête que ça, et je me suis dit ah, c'est pas du tout un film sur l'intelligence artificielle. Il faut pas aller le voir pour un film sur l'intelligence artificielle parce que tu vas être déçu. Mais en fait, j'étais tellement obnubilé par cette lecture que j'attribue au film que j'étais passé à côté de tout un pan, tu vois, de quelque chose qui était pas présent. Et bon, il me tarde d'arriver à la discussion spoiler pour qu'on en parle, parce que je dis pas c'est possible que je sois passé, tu vois, aussi à côté de quelque chose dans ce film, quoi. Je pense qu'on va y arriver parce qu'on peut prendre vos miams. Je pense que vous avez dit, je sais pas, est-ce qu'il y a des trucs à rajouter en non-spoiler? Non, tu disais, enfin moi je lui trouve en plus un vrai déficit d'efficacité au film, vraiment. Je le trouve pas très effrayant, pas très hypnotique. Ça par contre, ouais. Alors, je reviendrai sur la gestion du suspense et de la tension au niveau du scénario. Ah oui, mais particulièrement parce qu'il y aurait des choses, je pense, à dire dans la mise en scène, mais sur le scénario, ça m'a vraiment frappé. Pour moi, c'est tout ça fait corps, mais oui, il y a des énormes problèmes de scénario en termes de dramaturgie. C'est enfin vraiment, j'avoue que le film je le trouve très bancal, mais oui, effectivement, et ça ramène, ça ramène toujours à quelque chose, c'est-à-dire que d'une manière générale, quand il y a quelque chose en fait d'un peu raté dans la forme du film, t'as aussi, moi je sais que j'ai souvent tendance à en plus à lui chercher des noises et à lui dire du genre, et en plus c'est un film dégueulasse politiquement, tu vois, des choses comme ça. Et pour moi c'est comme ça que ça se passe, l'esthétique c'est politique. C'est comme ça. Et en fait, et inversement, en fait, un film qui est bien fait, je vais lui dire non, mais en fait, tu te rends compte, c'est une dénonciation de ça, alors que peut-être pas du tout dans l'esprit du spectateur. Mais c'est vrai que t'as tendance à donner un effet d'aura au film, tu vois, quand tu. Parce que pour moi, c'est typiquement le contraire. C'est genre, effectivement, les erreurs qu'il y a dans la forme. Je fais c'est dommage parce que tu aurais plus répandre la bonne parole de ta politique derrière. Mais bon, on en parlera. Oula, c'est une grande question sur l'art, ça, hein, quand même. Éthique, esthétique et politique. Ouais, c'est vrai. 4 heures. Bah, on en revient au truc de comment tu le marketes, parce qu'au final, si tu fais quelque chose de nouveau, mais que tu le marketes comme quelque chose d'ancien et qui marche, tu vas plus sensibiliser aussi de gens à ce que tu fais de nouveau. Et donc c'est ça aussi, c'est presque une responsabilité. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais tu te dis voilà, j'invente un truc, mais vous seriez certainement pas venu le voir si je vous avais pas un peu menti, tu vois. Ah ben. Donc il y a de ça aussi. Bah écoutez, moi je vais non, allez-y, commencez par vos miams. Moi je sais pas, moi je vais être assez généreux, mais je sais pas trop exactement. J'hésite entre 3 ou 3.5. Je vais mettre 3 miams. On essaye. Tu donnes des sondages. Tu nous donnes un petit sondage. Écoute, moi je vais. Mais moi aussi, parce qu'il y a quand même des choses, tu vois, que j'aime bien dans ce film, comme les acteurs ou des choses même dans le genre que je peux bien aimer. Donc je vais pas être aussi extrêmement méchant. Je vais lui donner 2. Ok. Bah moi je vais mettre 1,5 alors. Ok. Très bien. C'est mon premier miam, mais franchement non, mais j'ai vraiment pas aimé, donc je vais pas. Oui, non, mais ne nous mens pas. Je suis assez sensible à ce genre, et là,
C'était pas possible. Et puis ouais, je m'attendais vraiment à un film d'horreur indépendant, un peu audacieux, et j'ai été hyper déçu par ça, même si j'avais pas vu la bande-annonce, donc je la découvrirai après l'émission. Mais ce qu'il y a aussi, bon là on va un peu passer dans la partie spoiler, je pense, c'est en sortant en fait, on a dit quelque chose, c'est vrai que c'est un film qui sous de nombreux aspects se rapproche de The Witch de Robert Eggert qu'on avait adoré l'année dernière. Et c'est vrai que quand tu fais une comparaison avec The Witch, c'est toujours au désavantage de It Comes at Night, quoi. Il y avait une vraie proposition d'auteur en fait dans The Witch. Il y avait une véritable envie en fait d'essayer des choses, et surtout il y avait des vrais personnages écrits qui transportaient quelque chose avec eux et qui disaient quelque chose en fait de cette société qu'ils étaient censés représenter, tu vois. Et ici, étant donné que c'est beaucoup plus terne en fait, j'ai l'impression que du coup en fait tu projettes beaucoup plus de ce que tu connais des films du genre que de ce que le film t'apporte en fait avec ses personnages. Ok, bon, on est dans la phase spoiler. Je vais vous expliquer pourquoi tout ce que vous avez dit à l'encontre du film, que ce soit par exemple la misogynie enfin la misogynie, en tout cas le sexisme, le fait que les femmes restent à la maison, des choses comme ça, et le fait que il y ait pas de personnalité caractéristique aux deux familles ou des voilà, tout ça pour moi ça ne fait que servir le propos général qui est donc du sous-texte d'immigration. En gros, pour dire que en fait toutes les familles sont exactement les mêmes, mais c'est juste la chance que tu as d'être dans une maison ou pas qui va déterminer en fait ce qui va se passer. Et donc pour moi c'est très simple. La maison c'est les États-Unis. Le père c'est les hommes aux États-Unis, la femme c'est les femmes aux États-Unis, c'est-à-dire qu'en fait c'est sexiste mais de fait parce que la femme a une place moins importante en ce moment aux États-Unis, c'est comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que les féministes se battent, c'est pour avoir justement une égalité, mais l'égalité n'y est pas. C'est pour ça que on la voit moins, c'est pour ça qu'elle ne prend pas de décision. Et tu remarques que toutes les décisions sont prises effectivement par le père. Le mec il finit toujours ses phrases par bon, on est d'accord, enfin il y a pas de on, c'est juste toi, t'es d'accord avec toi-même, tu vois. Et le fils pour moi d'ailleurs, bon, ce serait c'est pas pour rien que sa femme est noire et que du coup son gosse est noir, à mon avis, son fils c'est les minorités quoi. En gros, mais les minorités américaines, c'est-à-dire qui sont nés aux États-Unis, etc. Et la famille de Will, c'est des Syriens, quoi, en gros. Et c'est la méfiance du Syrien, vous êtes potentiellement des terroristes. Donc, effectivement, ça ne dit pas oui à la torture, ça dit juste, on torture ces gens-là. Avant de les laisser rentrer dans notre pays, en fait. Et tout le truc, tout ce qui déclenche un peu le problème, c'est voilà cette fameuse porte qui est ouverte. Et d'ailleurs, c'est ça que je trouve bancal dans le scénario, parce que et vous allez d'ailleurs m'expliquer ce que vous avez cru comprendre de ça, parce que je sais pas en fait ce qui s'est passé. Et bon, en fonction de ce qui s'est passé, du coup, ma lecture va être peut-être différente, mais en gros, la mauvaise décision à un certain moment qui est prise, c'est la ségrégation dans la maison des deux familles. C'est exactement ce qui se passe aux États-Unis, c'est la ghettoisation en fait. Et plus tu t'éloignes des gens, même si t'es dans le même pays, moins tu les comprends, et plus n'importe quel truc se retourne en mode Rodney King, quoi, tu vois, ou en truc de je te fais plus confiance alors que t'es dans la même maison. Et pour moi, il y a une scène géniale qui est, tu sais, à un moment, Will avait dit qu'il avait un frère au tout début du film quand il était torturé. Ouais. Et ensuite, il dit qu'il est fils unique, mais probablement, et en plus, je pense que je le crois, qu'il parlait de son beau-frère, en fait. Juste dans cette scène où Joel Edgerton commence à enfin faire confiance à la famille de Will, partage un whisky avec, il y a ce petit hic, et là, tu sais, on sent la tension chez tous les spectateurs, parce que on sait qu'il avait parlé d'un frère, Joel Edgerton sait qu'il a parlé d'un frère. On en a parlé de ce passage avec Jérémy en sortant du film. Parce qu'on l'a vu ensemble. Ouais. Et en fait, c'est pas le seul passage comme ça d'ailleurs où il y a quelque chose d'assez intéressant qui est lancé. Mais en fait, ce que je lui reproche, c'est de pas avoir continué sur la lancée. C'est-à-dire que la perte de confiance après, ça vient parce qu'il y a un autre élément qui arrive par-dessus. Et je trouve que ça aurait été beaucoup plus intéressant si la paranoïa du personnage partait de rien, oui, en fait. Et je suis d'accord. Et c'est pour ça que je trouve le truc bancal, parce que encore une fois, déjà, je sais pas qui a ouvert la porte en bas, mais en plus, effectivement, ça aurait été plus
cohérent dans ce que je suis en train de dire par rapport. Et je pense sincèrement que ce film, enfin, il a pensé à ça. Enfin, ou alors je suis fou et que je lis des trucs, mais j'ai vraiment l'impression que le réalisateur pensait à ça quand il l'a fait. Et pour moi, justement, cette discussion et cette incompréhension, c'est une incompréhension de culture. Et c'est juste le truc de parce que toi, tu considères ton beau-frère comme un frère. Mais du coup je te fais plus confiance, tu sais, et le mec arrête net, il pose son whisky, il part, et effectivement c'est un peu le germe de bon bah finalement je vais toujours, quoi qu'il arrive, garder un œil sur toi, parce que tu ne seras jamais un vrai Américain, tu seras toujours un Américain de seconde zone en fait. Alors c'est peut-être vas-y, parce que ce que tu dis, bon je trouve ça intéressant, mais en fait il y a un truc, c'est que je peux pas y adhérer complètement parce que il y a quelque chose. Alors c'est peut-être une maladresse et c'est pas ce que le réalisateur a voulu dire, mais il se trouve que au final, en fait, la famille de Joel Edgerton a eu tort d'accueillir cette nouvelle famille parce que le mal vient de là. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu dis que c'est un truc sur l'immigration, alors du coup le film me dit qu'ils ont eu tort d'accueillir ces immigrés qui ont détruit. Ça se passera mal, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Alors, mais non, moi je vois pas ça comme ça. Moi je vois parce qu'il y a une période de prospérité quand les deux familles vivent ensemble. Oui, il apporte de la main d'œuvre de plus quoi dans le truc. Ils ont de la bouffe en plus. Ils sont techniquement plus heureux, mais là où il y a eu le vrai souci, et à mon avis, moi la maladresse, effectivement, tu le disais, bah, pour moi c'est la maladresse, parce qu'en fait, ce qui se passe, comme pour revenir au truc de la ghettoisation et le fait de vous rester dans votre chambre, et pour moi c'était ça l'erreur du père de famille, donc du responsable des États-Unis, de dire non, on va pas se mélanger, on va rester chacun de son côté, c'est à cause de cette décision de méfiance que tout part en couille, et que finalement il y a des morts, et que tu perds un peu de toi au final quand tu es violent envers le migrant. Je crois vraiment, je suis d'accord avec toi, je pense que le discours, en tout cas initial du réalisateur, c'est ça. Plusieurs problèmes pour moi, c'est que déjà l'accueil est une tractation, c'est une transaction, l'accueil. Ils ont des denrées. Donc il y a un calcul malgré tout qui est pas un espèce de d'accueil de personnalité. Ils sont fragilisés certes. Mais pour moi, c'est pas des Syriens, ce serait un peu des, je sais pas moi, mais les échanges entre la France et l'Espagne, quoi. Ok, votre alcool est moins cher, ben ok, bon, on va se démerder. Et donc du coup, déjà ça pour moi, venez bouffer, mais ramenez des clopes quand même. Paraît problématique. La scène dont tu parles avec le whisky, qui est pas mal quand même, je dois le dire. C'est la seule scène dont on se souvient. Je l'ai lu tout de suite. Ouais, c'est vrai. Je l'ai lu tout de suite. Comme c'est une stratégie pour le détendre et le pousser à la fin. Ah oui, d'accord, en plus, oui, d'accord. C'est ce qui est possible aussi, en fait, mais... C'est peut-être pas ça, mais moi je l'ai vécu comme ça, c'est-à-dire, viens boire un coup et tout, c'est très bon, tiens, tu bois un coup, tes défenses sont plus basses, on va dire, et du coup, tu te fais piéger. Et énorme problème pour moi aussi, c'est que ce fils qui, tout d'un coup... il y a quand même une histoire d'attirance sexuelle quoi à un moment qui est amorcée dans le film. Ouais, c'est-à-dire intéressante. Il a du désir pour la femme il a du désir pour la femme qui vient d'arriver, qui a à peu près son âge de ce qu'on comprend, 5 ans de plus peut-être. Le petit à quel âge ça dépend. Enfin, en fait, oui, c'est vrai. Ouais, c'est lié à l'âge du petit. Bon, en tout cas, ils sont à peu près du même âge. Et ça ne joue absolument en rien. C'est-à-dire il y a une scène où on comprend qu'il est attiré par elle, mais en fait ça sera pas du tout exploité par la suite. En fait ça rejoint, c'est-à-dire que tu vois juste, je rebondis sur une chose que tu avais dit à Reski, c'est-à-dire que le film en fait représente même les rapports hommes-femmes qui peuvent exister dans la société occidentale aujourd'hui. Et alors ouais, je peux adorer moi un film qui est comme ça, mais en fait ça justifie pas de faire de tes personnages féminines des ombres. Ah bah là c'est sûr. Parce que c'est-à-dire qu'il y a même pas leur ressenti par rapport à cette situation. Et tu peux représenter des personnages comme ça. Et je sais pas, le premier qui me vient à l'esprit, par exemple, la sœur dans La prisonnière du désert de John Ford, qui est toujours ramenée à cette condition de femme qui doit rester au foyer, tu vois, avec cette fille qui est enlevée après plus tard. Mais par contre, dans le jeu, il y a cette espèce de fragilité et cette espèce de chose qui fait que, en fait, elle est mal à l'aise d'avoir cette opposition dans la famille. Ouais. Et en fait, j'aimerais qu'ils développent leur personnage féminin de manière à comprendre en fait qu'il y a un déséquilibre dans cette relation qui est dur à vivre pour elle, quoi. Tu vois ce que je veux dire, ce qui est pas du tout présent dans le film. Mais après encore une fois, moi vous pouvez voir ça comme un choix, mais après je suis d'accord, c'est-à-dire que est-ce que le film aurait été meilleur si
Si j'avais eu plus d'émotions dans les personnages, oui, je pense clairement. Et s'il y avait pas eu les maladresses, oui, clairement aussi. C'est pour ça que je te dis, ça veut faire un Get Out, mais ça en est loin. Et c'est con parce qu'en fait, pour moi, ça manque de. Enfin, ça manque. Vous allez dire, c'est beaucoup de choses de mettre de l'émotion, etc. Mais en fait, ça manque juste des choses dans la forme presque, parce que j'ai l'impression que le gars a plus dessiné ce qu'il voulait faire avec les familles, etc. Et il a oublié de donner de la texture au film, c'est-à-dire de créer des personnages en fait. Ouais, et même dans la manière d'écrire, je voulais un peu parler de ça, c'est-à-dire dans la gestion de l'attention, il y a quelque chose de très mal foutu dans son écriture, parce que déjà, en fait, j'ai du mal à comprendre les implications de ce mal. C'est-à-dire que ils expliquent donc le jour on sort à deux pour des raisons de sécurité, mais la nuit on sort jamais. Et bizarrement, la nuit, ils mettent des masques à gaz et pas le jour. Alors tu te dis, mais du coup, la maladie ne peut contaminer que la nuit. Mais non, c'est pas le cas parce que le premier jour où le nouvel arrivant arrive, il le torture et il le fait dormir dehors, mais il est pas malade non plus. C'est-à-dire, je comprends pas en fait quels sont les éléments qui font que la maladie peut les contaminer. Attends, je comprends pas le truc de ils mettent des masques à gaz que la nuit. Ouais, quand ils sortent dehors, ils mettent des masques à gaz la nuit, mais pas le jour. Mais quand est-ce qu'ils sont sortis de nuit? Ils sortent de nuit plusieurs fois en fait, en vrai. Notamment quand il y a le type qui arrive. Oui, au tout début. Au tout début, ouais. Mais c'est parce que c'est un nouveau, c'est normal. C'est parce qu'il y a une nouvelle présence, donc ils mettent un masque. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce qu'ils savent pas s'il est contaminé. Mais tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est possible. C'est pas clair en tout cas. Mais c'est pas clair et même tu vois par exemple à un moment on apprend que le chien a chopé la maladie et alors qu'il laisse le bétail dehors, tu vois pendant enfin il y a des trucs comme ça que je sens pas précis, c'est-à-dire que même leur dispositif pour distiller l'eau pour la rendre potable, en fait ils le font mais c'est pas précis, c'est pas du genre et si on fait pas très bien cette étape, l'eau risque d'être contaminée. En fait, les éléments sont suffisamment pas clairs pour que, si tu veux, j'aimerais bien qu'il y ait un truc hyper clair du genre à chaque fois qu'on sort, il faut absolument mettre le masque à gaz et puis après se rendre compte d'un petit détail, genre le masque à gaz est défectueux parce qu'ils l'ont mal rangé ou quelque chose comme ça, qui puisse faire monter la tension. Et en fait, à chaque fois, l'élément pour me dire il y a quelque chose de dangereux qui s'est passé, il vient après que cette chose se soit passée. J'ai pas d'anticipation sur ce qui va se passer, tu vois. Et puis ça fait revenir sur une autre question qui est celle de la culpabilité, ou en tout cas de qui est responsable de l'entrée du mal. En fait, moi j'ai des questions parce que alors déjà moi en fait quand j'ai vu le chien, je me suis même pas dit qu'il était j'avais l'impression qu'il était éventré. Donc déjà aucun lien avec la maladie. Comment il est rentré parce que la porte exactement, est fermée, du coup qu'il y avait et ça je comprends pas et je sais pas qui a ouvert la porte parce que c'est vrai ce qu'il dit Will par rapport à son fils même si on le retrouve ailleurs. Il est trop petit pour ouvrir deux portes parce qu'il y a deux portes. Mais oui, c'est ça parce qu'il parle que de la deuxième porte mais la première porte qu'il a ouverte quoi. Par exemple, un truc totalement incohérent. Regarde, les gars, on est dans une maison, il y a un gosse qui ne retrouvait pas à sa place et quelqu'un nous dit mais finalement non mais attendez, la porte était ouverte quand j'étais venu. Tu te dis il y a quelqu'un dans ma maison. Oui, normalement. Ouais. Normalement, tu fais OK, les gars, quelqu'un va se poster à la porte, on va fermer et on va regarder tous les recoins de la maison. Et c'est pas ça qui se passe à la place, les gars. Ils sont en mode ségrégation. C'est pour ça qu'en fait, je parle du fait qu'ils voulaient en arriver là, mais c'est des maladresses et d'astuces scénaristiques voilà. C'est un choix scénaristique bizarre parce qu'en plus, il est dit que les deux qui risquent d'être contaminés, c'est le petit parce qu'il aurait ouvert la porte au chien, et c'est le fils de la famille de Joel Edgerton parce qu'il a touché le petit en le ramenant dans sa chambre. Et ensuite, ils se disent, du coup, on va créer deux groupes et dans chaque groupe, on met un contaminé potentiel. C'est clair, j'avais même pas pensé. Et puis, pour quelqu'un qui est quand même ultra, ça a aucun sens. Quelqu'un qui a quand même créé des protocoles, je veux dire, il a barricadé toute sa maison. Il a fait un sas. C'est pas, franchement, c'est un mec, normalement, j'aimerais bien être avec lui en mode post-apocalyptique, tu vois. Je sais qu'il va pas déconner. Et là, on lui dit la porte est ouverte. Il y a un chien qui a été déposé chez Watt. Et on va pas, il y a un gosse qui a été retrouvé pas à sa place. Et au lieu d'être sûr qu'il y a personne dans la maison, on va blâmer le gosse.
Et le chien, enfin, je sais pas. Non, mais surtout, comment le chien est rentré, étant donné que la première porte est fermée. Mais oui, non, mais ça devait rien dire. Et que la clé, et ça on nous l'a dit, et que la clé, il l'a autour du cou en permanence. Exactement. Alors après, je me suis posé la question, est-ce que c'était pas à un moment, mais c'est pas du tout ce que le film dit, une méthode du père pour créer une raison d'expulser les gens. Ouais, mais ça aurait été intéressant si ça aurait été intéressant, mais c'est pas clair donc. Ou alors pour continuer avec mon truc d'immigration, etc. et au final de mise à mal des États-Unis, les gars qui ont ouvert la porte, c'est des Russes, tu vois. Ah oui, ils ont hacké la maison. Ils ont hacké les USA. Mais là, on parle d'un film quand même. Problème interne. Je veux dire, on parle pas d'une version de scénario, on parle d'un film qu'on a vu sur un écran. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on dirait vraiment que c'est une V1 de scénario. On dirait une V1 de scénario, c'est ultra littéral sur le discours, je trouve. C'est-à-dire que, ok, c'est très bien d'embrasser cette thématique parce qu'elle est intéressante. Il y a des choses 1000 fois mieux à faire. Dans le roman I'm a Legend, je sais pas si vous l'avez lu. En plus, maintenant, après en avoir parlé, en fait, maintenant, je suis persuadé que Araski a raison, c'est ce que le réalisateur a voulu dire. Mais je trouve que c'est pas ce que le film dit, en fait. Donc ça, c'est catastrophique. Effectivement. C'est-à-dire que, en fait, je comprends très bien comment toi, t'as compris le film comme tu l'as compris. C'est pour ça que je te dis, c'était un American Sniper Conundrum, tu vois. Mais, pour moi, c'est juste, effectivement, quelqu'un qui a pas fait relire son scénar par un fan de zombies, tu vois. Mais en fait, non, mais c'est vrai, tu fais n'importe quel fan de zombies, tu fais lire un scénario de post-apocalyptique, il va dire là c'est faux, c'est incorrect. Cette personne. Ce qui est assez super en plus, c'est que le dilemme de fin quand même du film, c'est on va les abattre au lieu de les laisser s'enfuir. Ouais. Par une espèce d'amplification de la crise, c'est ce qui se passe. Ils abattent des gens. Donc en fait, ils arrivent à leur fin. Ouais, c'est ça, parce que c'est ce qu'ils voulaient dès le départ, quoi. Et c'est censé être ça qui devrait nous émouvoir. Je veux dire, on devrait être, waouh, c'est terrible ce qui s'est passé. Ils ont fait exactement ce qu'ils voulaient. Il y a quand même un souci. Enfin, ils voulaient les abattre tous. C'est le plan. Et à la fin, parce qu'il avait peur qu'ils reviennent pour se venger, en fait. Oui, je pense que clairement le problème c'était le fait que leur fils aussi, et c'est ce que je voulais dire tu te perds un peu quand tu refuses le migrant, c'est de ça, mais oui, qu'ils ont. Et puis c'est une espèce de peste. Et comme je te dis, pour moi, c'est pas le migrant parce que le migrant, il fait pas une transaction. Là, c'est un échange de bons procédés pour moi. Après ça, pour moi, avec une position de force, étant donné que tu as des murs. Ça, pour le coup, moi, je le fais passer dans il faut quand même trouver un truc crédible dans pourquoi on va accepter des nouveaux gens. Et effectivement, dans un monde post-apocalyptique, il y a toujours le truc de troc. Donc à la limite, ça, c'est vrai que je suis d'accord que peut-être ça te gêne à penser ça, mais moi, à la limite, je suis d'accord pour laisser passer au moins ça, mais pas tout, quoi. C'est vrai qu'au bout d'un moment, s'il y a 1000 écueils, je suis désolé. C'est juste que tu l'as pas super bien réfléchi, quoi. Et c'est dommage parce que moi, ce film, vraiment, un peu plus de maîtrise sur ce qu'il avait à nous dire et peut-être, nous tirer même émotionnellement avec des personnages un peu plus dessinés. Franchement, ça aurait été un bon film sur l'immigration. Mais voilà, je sais pas. Ouais, mais il manque d'une maîtrise des outils cinématographiques, en fait. Il y a vraiment un truc, une série comique comme The Last Man on Earth parle mieux de ce thème-là que ce film qui est survendu en plus. Enfin, on y reviendra peut-être après, mais ce film est vendu comme on a vendu Under the Skin. Ouais. Under the Skin, le scénario est quand même assez minimal, on va dire. Il est minimal, mais il est bien construit. Et le film a une vibes de fou. Enfin, pour le coup, c'est hypnotique, c'est terrible, c'est émouvant à certains moments. Enfin, il y a plein de choses. Là, honnêtement, encore une fois, c'est bien livré, mais c'est quand même, en fait, c'est une série B. Enfin, c'est une série B, c'est-à-dire que c'est une série B au sens où pour moi, c'est un film fait un peu à la va-vite, sans calcul, et avec un sérieux qui est quand même assez en plus terrible. C'est-à-dire que le film est
amputé de toute forme d'humour. C'est-à-dire, c'est ce qu'on disait, tu vois, même sur The Witch, tu vois qu'il y a une ambiance assez lourde comme ça. Il y a toujours des moments où tu vois, par exemple, les enfants jouer, tu vois, avec les trucs ou tout ça. C'est-à-dire pour montrer que c'est pas un état permanent, tu vois, d'espèce de gloominess. Ouais. Et c'est vrai que c'est vrai ce que tu dis, Jérémy, parce qu'en fait, c'est assez étrange d'avoir une série B qui se prend ultra au sérieux, en fait. Mais en fait, c'est une série B de fait, parce que il s'est chié sa série A, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et mais c'est marrant parce qu'on arrive là, de plus en plus dans des films où il y a vraiment une nécessité absolue d'avoir, sur tous les petits mécanismes, une cohérence extrême. Et j'ai l'impression que plus ça va, moins il y a de gens qui sont rigoureux sur ça, en fait. Et je reprends, je suis désolé, l'exemple de Get Out, mais c'est l'un des rares films où je peux pas prendre un détail et trouver un problème. En tout cas, tu sais, je peux pas trouver un problème sur une porte qui s'ouvre dans Get Out, alors que ici, du coup, je me pose la question. C'est pas le seul. Il y avait Dernier Train pour Busan l'année dernière aussi, qui avait cette espèce de truc comme ça, tu vois, de maîtrise comme ça des outils qui étaient en fait qui est nécessaire quand tu fais un film de genre et que tu veux raconter quelque chose avec. C'est d'abord il te faut maîtriser le genre et après tu surtout pour les clés du jeu, pour l'horreur, surtout pour l'horreur, comme Ben, tu sais, aime bien dire, c'est tu sais les films qui te font mal au ventre. Parce que il y a un personnage qui fait n'importe quoi par rapport à ce qu'il a fait depuis le début du film, ou des décisions mauvaises, ou alors des choses qui arrivent qui sont normalement impensables par rapport au reste du film. Et tu fais, non mais ça me fait mal au ventre à quel point tu utilises la facilité pour faire avancer ton intrigue, au lieu de trouver un mécanisme réel de ce qui pourrait. Là, en plus, on est au-delà de ça. Split maîtrisé très très bien. Exactement, aussi, par exemple, tu vois. Outils Mais c'est que des films à base de 4, tu vois, sur 5. Tu vois, et on en a une fois tous les 3, même pas, une fois tous les, je sais pas, 2 fois par an, des films de genre comme ça. L'année dernière, il y avait quoi, Busan, Mais on parlait de... Ouais, Busan, Witch. Voilà. Moi, je suis un gros fan de It Follows, même si on en parle souvent avec Arnaud, il y a des problèmes de scénario un peu de cet ordre-là. En fait, je trouve la mise en scène très réussie. J'ai des problèmes sur le scénario avec ce film. Mais il y a pas un espèce il y a pas une espèce de MacGuffin comme ce chien qui revient. Après avoir traversé la porte, on a rien, enfin, je veux dire, c'est comme tu dis, c'est un Vélociraptor. Et derrière, par contre, il ferme le verrou, contrairement au Vélociraptor. Oui, c'est ça, ouais. Comment c'est possible? On n'a pas posé l'idée que le truc était transmissible. Franchement, premier truc, il y a une sorte de nouvelle peste. Moi, j'adore mon chien, mais s'il faut le canadier, tu le tales. Enfin, tu vois, rien avant rien à foutre, quoi. À un moment, les pandémies, si justement elles passent par les animaux, le premier truc qui saute, c'est terrible, mais c'est ça. Enfin, déjà que, vu comment on les traite dans la vraie vie. Effectivement, c'est le bétail. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mis une clôture, parce que s'il y a un écoureil qui peut choper la peste et venir te le donner, je vois pas pourquoi t'as une chèvre chez Watt. Non, mais il y a non, mais attendez. Là, on est en train de décortiquer le film, il y a des problèmes de partout dans ce film. Il y a des problèmes de partout. Il y a une mise en scène où moi j'ai l'habitude de dire plus tu resserres, moins t'as de choses à montrer. On est que dans une économie, je veux dire, de gros plans. Il y a ces séquences oniriques qui sont pas mal. Mais franchement, si on compare à Under the Skin, je pense que, enfin, je veux dire, c'est la Ligue des Champions contre le foot du dimanche. Là, il y a un truc, c'est Chris Cunningham, et de l'autre côté, je sais pas, enfin, c'est ces séquences oniriques. En plus, on fait beaucoup appel aux rêves, c'est un peu fatigant. Enfin, je trouve qu'il y a un truc. Et ce qui est très drôle, c'est que personne se pose la question, mais le petit dans sa chambre, il a une allégorie il a une énorme, une énorme peinture représentant la peste noire. Le mec il vit dans un monde post-apocalyptique, mais par contre, sa chambre, il a décidé de la dédier à la peste. Dans ce style-là. Il s'est pas mis 50 Cent, il s'est mis, non, tiens, je vais me rappeler tous les jours que la peste est passée par là, quoi. Comme si j'en avais besoin. Je vais mourir seul avec mes parents, mais j'ai besoin d'avoir une fresque de la peste quand même pour me rappeler. Imaginons qu'on nous aurait fait le coup du zombie, du grand-père qui revient, tu vois. J'en sais rien, ou un truc. Moi, j'aurais pris. J'aurais pris direct. J'aurais dit c'est super, It Comes at Night. Ok. C'est pas du tout le cas. Mais je m'attendais à ça.
Ouais, moi aussi, au bout d'un moment. Et la menace, c'est quoi? C'est deux rednecks avec un fusil. Ouais, même pas redneck. Enfin, une maladie qu'on sait pas trop comment elle peut se transmettre. Elle est pas hyper définitive, et puis elle est pas si impressionnante que ça. Oui, c'est la peste bubonique. Bon, ouais, ben voilà. Une peste foudroyante, quoi, qui tue en un jour. Qui tue en un jour et qui fait cracher du sang. Ouais, ok. Et il y a d'autres trucs qui m'ont un peu, cette plutôt bonne idée du petit qui se balade au grenier pour écouter les conversations de ses parents. Et aussi du nouveau couple qui fait écho à The Witch, d'ailleurs. Qui fait écho à The Witch et à Secret Story aussi, je sais pas. À Secret Story. D'ailleurs, il y a un moment, il parle à la caméra en mode confessionnal. et ça ne joue pas. Enfin, ça joue jamais en fait sur un autre champ que. En fait, on comprend pas. C'est pour ça on aurait pu apprendre que le père va organiser. Même au-delà de ça, c'est juste pour donner des informations aux spectateurs, dans le sens où il y a même pas une exploration de ce voyeurisme du film. Exactement. Mais c'est exactement comme ce film. C'est exactement comme la tension sexuelle avec la femme de Will. Hein. Parce que ça, c'est des scènes qu'il y a et qui sont pas du tout exploitées. En fait, tu sais pas, est-ce que c'est pour te mettre mal à l'aise, augmenter juste un petit peu, un poil la tension en te disant un problème pourrait se créer de là, alors que bon, comme c'est pas le cas, tu fais c'était pas le cas. C'est dommage. Prends une après-midi et exploite les trucs que t'as mis. La scène où ils discutent est pas mal, hein. Mais c'est une bonne petite scène, la scène où ils discutent. Tu sais, ils se lèvent la nuit. Oui. Mais en fait, qu'est-ce qu'elle nous raconte, à part que un truc qu'on avait compris dès le premier chant contre chant où ils se regardent. Et c'est dommage parce qu'il y a un début d'amorce d'essayer de développer les personnages, mais qui est pas du tout suivi après, ouais. Et il est franchement, il y a des problèmes qu'on voit très rarement dans les films. Enfin, c'est très peu tenu. Ça pourrait être emporté par une mise en scène assez folle. Franchement, faut pas avoir vu The Witch pour trouver ça fou, parce que The Witch c'est barjo en termes de mise en scène, quoi. The Witch, Peekaboo, c'est ça le moment où le bébé disparaît, ouais. Le bébé, ouais, mais c'est fou, quoi. C'est un truc que t'as jamais vu. Et ça joue purement sur du cinéma. It Follows, c'est un film qui fait peur avec l'arrière-plan, des choses qu'on voit jamais. Je passe sur Under the Skin, qui est carrément, genre il y a une sorte de trip. Et là, en plus, voilà, le pire dans tout ça, c'est que le film veut se vendre comme un super film indé. Un peu, ça me fait penser un peu à ce film Mr. Babadook. Ah oui, Babadook, qui était à contrario vendu comme une sorte de slasher, ou Insidious like, et qui était un film beaucoup plus étrange, beaucoup plus bizarre, australien, sur des relations mère-fils un peu étranges, sur la schizophrénie aussi, un truc comme ça, mais. Pour moi, ce serait un miroir inversé de ça, c'est-à-dire là, on a un film méga standard, académique, avec des problèmes de scénario, qui est vendu comme mais moi j'ai envie de quand même de saluer le fait que c'est peut-être un peu aussi le retour clair pour moi d'un discours politique dans des films de genre d'horreur. On en avait parlé la dernière fois du retour sur les films de Carpenter, quoi, un peu. Mais voilà, mais c'est pour ça que j'ai envie d'être gentil, mais qu'en même temps je suis tellement déçu. Ça aurait tellement pu être un bon sujet, un bon film comme ça sur ça. Et j'ai un peu peur que du coup, je sais pas, il est bien reçu. Vous disiez que les critiques étaient dithyrambiques. Ah, il a des critiques. Je sais pas du coup si ça va bien marcher, si je sais pas, ça rapporte de l'argent. Il a 4 étoiles Allociné, les Inrocks, Critica, tout le monde vraiment lui fait une espèce de. En fait, dans les deux cas, ça va pas être bien, parce que si les gens considèrent que c'est un bon film, du coup, personne ne va refaire un film sur le thème. Et si les gens considèrent que c'est un mauvais film, du coup, ils vont se dire non mais restons loin de ce thème. Donc c'est dommage, quoi. Donc il faudra attendre au moins 6 ans avant de repartir sur un truc comme ça, mais qui serait bien. Je revenais sur le roman I Am a Legend, qui a des points communs. Ce qui était prodigieux dans le roman, c'est que la menace était une séduction, quoi. Tous les jours, on venait lui faire une espèce de sérénade, ouvre ta porte, etc. Et puis surtout, il y a cette espèce de retournement génial où en fait la menace c'est lui, quoi. Et c'est ça qui est. Exactement ce que ce film aurait dû être, c'est-à-dire une vie horrible en autarcie, l'arrivée de nouveaux venus
mais une résistance à ces nouveaux venus. Ouais. Mais alors après, ça reste un truc réac, là, dans ces cas-là. Si on reste sur cette idée-là par non, rapport si tu finis en drame, si tu finis en drame pour la famille parce que justement la personne a préféré l'autarcie ou quelque chose. Tu peux faire une espèce de fin, fin en vomi, tu sais, un truc un peu horrible sur, fallait ouvrir ta porte, quoi. Et parce que c'est vrai qu'on en parlait, mais c'est étrange comment dans le genre post-apocalyptique, en fait, c'est toujours l'élément qui est gardé, c'est ce truc de il y a que la cellule familiale qui compte, et en fait tout le monde se bat contre les autres pour essayer de gagner. Et on a très peu, et j'aimerais vraiment en voir, de monde post-apocalyptique qui est une utopie où la société se restructure d'une autre manière et montre en fait un autre type de coopération qui permet de repartir sur des bonnes bases, quoi. La Problemos, tu peux voir. C'est ça. C'est un film qui parle de ça. Mais c'est vrai. Mais par exemple, je pensais à, vous vous rappelez de 28 jours plus tard de Danny Boyle, le film, je suis pas un grand fan du film, mais te montrait à un moment le pouvoir militaire comme une horreur. C'est-à-dire on retombait à la fin sur un discours hyper un peu anard comme ça qui était cool. Et en tout cas c'est à mon avis le but d'un cinéma d'horreur. Et surtout que dans 28 jours plus tard aussi, le groupe se constitue sans jamais de doute, c'est-à-dire que Cillian Murphy qui fait pas partie de la famille, il est intégré, on doute plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Il y a une vraie communauté qui se crée. Ouais, c'est ça. Et alors un autre truc, mais qui je passe un peu du coq à l'âne, mais je me place dans la position de ce type dans un monde post-apocalyptique. Qu'est-ce qui va aller se foutre dans une forêt où il n'a aucune visibilité? Il voit rien arriver. Alors ok, c'est la maison du grand-père, mais en fait, c'est vraiment une mauvaise idée. Je veux dire, pour une épidémie, je suis pas sûr. Hein. Ah ouais. Ah ça, tu es peut-être plus spécialiste. Pour une épidémie, clairement, ce que tu veux, c'est éviter les gens. Hein. C'est-à-dire que si effectivement tu peux te permettre d'avoir de l'eau et à manger. Après, moi, ce que je comprends pas, c'est que le gars a démarré au quart de tour pour partir sans aucune CB, sans aucune radio, pour avoir des news du monde extérieur. Tu dis pas que je sais pas où on est aux États-Unis. Là, franchement, c'est des forêts genre, je sais pas, la Virginie, des trucs comme ça, quoi. Mais tu vas, comme dans 28 jours plus tard, tu vas te coller en haut de la plus haute tour. Et puis tu vois ce qui se passe. Le souci, c'est que d'autres gens vont avoir cette idée et qui sont également contaminés. Donc tu vois. En gros, si t'es sûr de pas être contaminé, va pas dans un hôpital, par exemple, pendant une épidémie. Et après c'est pas mal, bonne idée. Le problème, c'est cette contamination qui est pas claire et qui est a priori par contact, mais aussi qui est pandémique, c'est-à-dire qui touche aussi les animaux. Mais on le savait pas au début. Mais du coup, ils ont gardé le chien. Enfin bon, il y a plein de choses qui me paraissent hyper compliquées. Et par contre, sur le côté réac. Du monde post-apocalyptique, c'est que très souvent on retombe sur l'homme est un loup pour l'homme. Absolument, c'est absolument. Vraiment c'est le discours majoritaire. C'est cette idée en plus parce que dans un monde post-apocalyptique, souvent qui est créé par l'homme, hein, c'est souvent des catastrophes nucléaires, des maladies qui sont créées par l'homme et qui se répandent. Il y a toujours cette idée comme ça qu'il y a une faute déjà originelle de ça. Oui, bien sûr. Donc l'humanité échoue une deuxième fois. Et ce que racontent souvent en fait les films post-apocalyptiques, c'est que de toute façon après l'humanité va encore échouer une deuxième fois, tu vois, tu vois dans le film, et ne va rien apprendre de ses erreurs. J'essaie de chercher des exemples genre locaux, régionaux, mais non, mais il y a le fléau qui est différent, hein, le bien finit par gagner, tu vois, et où il y a une société qui naît comme ça. Et le mal est mythologique aussi. Et le mal est mythologique, c'est vrai. De manière générale, c'est vrai que les humains ont tendance quand même à s'entraider en cas typiquement Patriots Day, en cas de trauma collectif. Les gens vont plutôt se resserrer entre eux, tu vois. C'est l'instinct grégaire. Exactement. Il y a plein de gens qui te diront cette idée que tu dois te réduire à la cellule familiale, c'est vraiment issu de la civilisation occidentale c'est vraiment un truc culturel. C'est pas un truc vers lequel tirer naturellement si les conditions étaient. Et la civilisation n'aurait pas pu exister sans l'entraide. En fait, on est toujours dans des schémas où on explique que de toute façon le problème c'est l'autre. Enfin, et que initialement on est des animaux, mais on est les animaux de l'entraide. On est des animaux grégaires. Un humain seul ne peut pas avoir migré justement, et peupler le monde. Il y avait besoin de toute la tribu. Mais après, bon, il y a toujours aussi parce que là on est en train de parler de quelqu'un qui est parti tout de suite
il en sait rien. Je sais pas si tu te souviens, il y a eu cette petite discussion avec Will où en gros, ah oui, j'ai entendu je sais pas quoi à la radio, j'étais sur la 35 et j'ai filé. et c'est vrai qu'il va y avoir aussi une frange de la population qui va être en mode survivaliste. Je vais laisser faire les trucs et je vais vivre tout seul et tous ceux qui vont m'approcher, ils vont se prendre une carabine dans la tête, quoi. Après, pour une épidémie, c'est particulier, tu vois, on n'est pas à Haïti après un tremblement de terre. On peut pas se permettre d'aller aider tout le monde comme ça, parce que voilà, tu vas aider quelqu'un qui a Ebola, tu laisses tranquille, tu vois. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que c'est pas défini, même, enfin voilà, l'antériorité, même si je suis d'accord avec toi que ça pourrait faire un atout du film de ne pas expliquer c'est ça, la cause, etc., ou le problème. D'ailleurs, c'est comme ça dans The Last Man on Earth, on sait pas exactement ce qu'il en est. Il n'empêche que le film ouvre des questions justement par son manque de précision. Après, pour les questions spécifiques de ça, c'est pas très grave parce que justement on n'est pas avec des médecins, tu vois, on a un prof d'histoire, le gars il comprend peut-être pas ce qui se passe et nous du coup non plus. Ça me semble. Je sais pas d'ailleurs, il est prof d'histoire, mais je sais pas pourquoi on nous explique ça. C'est vraiment très dommage de pas avoir capitalisé aussi sur ça. Un truc genre c'est ce système d'aqueduc sur ce ruisseau, les Romains l'utilisaient, tu vois, un truc comme ça. Ça oui, il en parle en plus. Ouais, mais en fait, j'ai l'impression qu'il s'en sert surtout pour cette idée que, en fait, n'importe qui devient une espèce de guerrier endurci, tu vois, dans les... je vois. Ouais, en fait, tu l'aimes vraiment pas, ce film. C'est clair. Non, mais moi, enfin, vraiment, pour être honnête... mais des fois, il y a des films que j'y vais... Comme je te dis, parce que c'est quand même un genre que j'aime bien, c'est quelque chose que j'aurais voulu... c'est pas que je l'aime pas, parce que je donne souvent des notes pires que ça, en plus, tu vois. mais j'aime bien le genre, j'aime l'intention, mais l'exécution... Ouais. Moi, j'aurais mis 2 si la bande-annonce avait été honnête. Là, je mets 1,5. Enfin, je veux dire, il y a un problème aussi entre le ramage et le plumage, là. Enfin, c'est pas possible de vendre le film comme cette vague que tu dis qui est un cinéma politique, parce que It Follows c'est politique, The Witch est un film éminemment politique. The Witch, Grave, Get Out, Grave, on n'a pas parlé de Grave, mais on aurait dû, mais en fait voilà, c'est un film qui je veux dire, ça met une telle trempe à ce film, ça le met en PLS, mais direct quoi, enfin et c'est français quoi, et c'est française, j'ai envie de dire même, ce qui est encore mieux. Mais il y a un truc à faire quand tu fais ce genre de film, c'est tu regardes The Thing et tu te dis est-ce que mon film a quelque chose de plus à dire que The Thing. Si c'est pas le cas, tu rentres chez toi et t'écris autre chose. Ou tu regardes Prince des Ténèbres et tu te dis bon, je passe un cran en dessous, mais il faut que ça soit à ce niveau-là. Et je passe sur Invasion Los Angeles et tout ça. Et alors, par contre, on parlait de cet extrême sérieux du film. Souvent, ces excellents films politiques, ne sacrifient pas l'humour, parce que sinon c'est trop. Enfin voilà, moi je dis tout le temps, on rit bien quand on a eu bien peur, ou inversement. Et Grave, il faut des mots super drôle comme film, très drôle. Get Out est. Enfin, de toute façon, Get Out, ce mec-là est un humoriste, donc c'est pas étonnant. D'ailleurs, ça fait passer pour moi des petites maladresses dans le film. Que l'horreur a toujours été beaucoup liée à l'humour, effectivement, parce que rares sont les films qui peuvent vraiment te maintenir en une intense introspection de tes phobies pendant une heure et demie. Et parce que de temps en temps, en fait, il faut recalibrer en fait cette tension. Tu peux pas la tenir pendant tout un film. Donc en fait, tu fais un espèce de. Il y a juste l'humour, c'est le meilleur moyen. Celui qui est, enfin, c'est peut-être le seul réalisateur qui arrive d'ailleurs à prendre en fait un truc extrêmement dur et en fait à tenir la tension pendant tout le film. C'est Kiyoshi Kurosawa, quoi. Ouais, avec des films William Friedkin aussi. C'est les deux. William Friedkin aussi, qui à mon avis est le seul qui ne fait pas d'humour. Ouais, c'est vrai. Tu vois un film comme Bug qui est pas si éloigné. Ouais. Mais c'est un truc extrêmement dur à tenir et en fait tu dois. L'erreur pardonne pas en fait quand tu fais comme ça. Après, c'est deux réalisateurs qui sont pas, pour moi, dans un cinéma politique, en tout cas, dans un discours politique. C'est aussi de l'ordre soit de la poésie, soit du. Je vois pas chez ces mecs-là la volonté de faire une satire, quoi. En tout cas, un truc qui vient, qui est un peu corrosif, qui vient, en fait, Kairo a quelque chose comme ça, mais c'est très sur la société japonaise. Est-ce que vous aviez vu Krisha, le premier film du réalisateur de It Comes at Night, ou pas? Non, mais je crois que ça n'a rien à voir. Ouais, mais c'est pour savoir un petit peu la personnalité de ce gars. Est-ce que c'est quelqu'un, est-ce que c'était
tout aussi, on va dire, engagé dans l'intention ou pas, tu vois. Je sais pas du tout, ouais, je sais pas. En tout cas, ça m'a pas donné envie enfin, c'est vraiment, ouais, non, mais vraiment, il y a rien là qui m'a emporté, quoi. Enfin, le score, je me rappelle même pas. Enfin, la musique, vraiment, elle est... Là, tu sais, c'est cette mode de nappe sonore. Oui, ouais, y a rien. C'est pas Mikachu. Ah, mais la BO de Mikachu dans Under the Skin, mais c'est un des plus beaux trucs qu'on a entendu au cinéma depuis ces dernières années, quoi. Là, dans ce film, c'est ce que j'appelle de la BO texturale, en fait. Tu vois, du score textural. C'est juste là, zéro thème, zéro instrumental. C'est un papier peint, quoi. Ouais. Ouais. On est à genre milieu de Hans Zimmer, mais parfois ça peut servir le film d'ailleurs d'avoir juste des espèces de petites basses comme ça, enfin quand le film est bien sûr. Mais mais ce truc, tu vois, c'est-à-dire ce truc de nappe, parce que c'est un truc comme ça, une musique d'ambiance qu'aime beaucoup faire David Lynch par exemple, tu vois, de prendre quelque chose. Mais par contre, en fait, il la travaille vraiment cette texture sonore, tu vois. Et souvent, en fait, il mélange la musique avec des bruits quotidiens qui, par l'ajout de la musique, deviennent beaucoup plus étranges. Tu vois, il y a un vrai travail de son, tu vois, qui est engagé. Tout à fait. C'est pas vraiment le cas ici, c'est vraiment posé la musique par-dessus. Je suis en train de parler de, enfin, Lynch, c'est un des rares gars qui vraiment, il a les mains mises sur tous les détails de ses films. Je me rappelais d'avoir vu, je sais plus dans quel DVD ou Blu-ray d'un film de Lynch, il parlait de refaire l'étalonnage de la couleur et de l'image de je ne sais plus quel film, peut-être de Dune d'ailleurs ou un truc comme ça. Et le mec était, tu vois, sur la front line de s'occuper de ça avec les spécialistes des labos de pellicules, etc. Donc ça me semble, tu vois, c'est quand même quelqu'un de spécial, mais oui. Et là clairement, vu le peu d'attention qui a été mise sur ne serait-ce que le scénario, c'est évident que oui, il va pas faire des bruits spécifiques. Ah non, mais là, ouais, il y a pas. Pour moi, clairement, il y a pas un auteur. Enfin, j'ai pas vu un film d'auteur là. J'ai vu. J'ai vu, oui, voilà, mais vraiment, je pense que en fait, c'est une série B. C'est une série B, même pas honnête, c'est une série B. Mais c'est étrange parce que il y a l'intention d'un réalisateur-auteur normalement, mais il y a pas l'auteur technique en fait. Voilà. Ouais. Oui, voilà, ouais, il y aurait, je suis d'accord. C'est-à-dire que le pitch peut être excellent, même s'il est pas très original, on va pas se mentir. C'est-à-dire qu'on voit cette maison t'es pas obligé de faire un truc original pour que ce soit intéressant, quoi. Et... Perso, moi, je le surveillerais quand même, ce réalisateur. Ah, mais Get Out, ouais. Parce que je crois aux deuxième chance, déjà. Et je crois que peut-être il va s'améliorer. Peut-être qu'il y a des gens qui vont lui dire, ouais, mais tu vois, ton film, il était cool, mais tu peux t'améliorer en ça. Peut-être que ces prochains films, en termes de technique, parce qu'en fait, c'est ça qui manque. Enfin, je parle de mots techniques, assez larges. Et ça peut être pas mal s'il a encore des intentions aussi, importante. Et pour tout raconter, le seul moment où on a eu peur, c'est quand un spectateur a interpellé un autre dans la salle. Ah oui, pour lui dire qu'il mâchait son popcorn trop fort. Il a dit le monsieur qui mâche son popcorn. Et vous avez sursauté. Hyper fort, et ça a été le seul jumpscare du film. Et ce gars est payé par la prod de. Oui, je sais, oui. Il est payé par. Vu le plan marketing, j'imagine que tout ça est au millimètre, parce que franchement, c'est vraiment nous faire passer des vessies pour des lanternes. Enfin, enfin. On l'a compris, en tout cas, toi, Jérémy, tu n'aimes pas les mensonges marketing. Toi, c'est non. Ouais, non, mais je trouve, enfin, j'ai pas vu la bande-annonce, comme je vous ai dit, mais au moins les affiches et tout ça. Mais Don't Breathe m'a fait le même effet. Hein. Ouais. On en a pas parlé, mais qui est un Home Invasion aussi. Mais enfin, Home Invasion, c'est pas un Home Invasion en fait. It Comes at Night. Mais enfin, il y a cette idée. Enfin, Don't Breathe est vendu un peu sur ce mode-là, et c'est très commun comme film. Quoi. Vous avez des trucs à rajouter sur ça? Ah mais au final, ou alors il faudrait pas vendre de film. Ça c'est intéressant. Genre, tu sais, c'est ce que je dis tout le temps. Beaucoup de choses spoilent le film. Moi je dis pas de bande-annonce, pas d'affiche. On met genre du noir et écrit en blanc. Et tu choisis d'aller voir ce film ou pas. C'est ce qu'a dit, on repart sur lui, mais c'est ce qu'a dit Lynch récemment. Il disait qu'il détestait les bandes annonces parce que, en fait, ça a enlevé du pouvoir au réalisateur de donner les informations quand il voulait dans le film, etc. Et c'est pour ça qu'il a pas fait de bande annonce pour la saison 3 de Twin Peaks et qu'il a refusé qu'il y en ait, quoi. Et c'est, Ah, mais il y a des bandes annonces qui tuent. Enfin, je veux dire, celle de Cosmopolis, elle donnait rien et elle donne, ouais, celle de Volte-Face.
C'était trop bien à l'époque où les bandes annonces étaient tournées, enfin il y avait des scènes tournées exprès pour la bande annonce. C'était assez ouf. Celle de Chasse à l'homme. Alors là, ça, je connais pas. Il avait un mulet. Enfin, il y avait Jean-Claude Van Damme sûr. avec un mulet. Bah, ça suffit normalement à les bandes annonces Hitchcock aussi qui a tourné. Il y a celle connue de Psychose où en fait c'est lui qui est sur le plateau de Psychose et qui dit je vais vous raconter une histoire horrible et alors il raconte l'histoire de la maison et puis après il arrive dans la salle de bain, il montre la douche et il fait et là. Non, je vais pas vous raconter, c'est beaucoup trop horrible. Et il ferme la porte et il s'en va. Il y a des trucs comme ça. De la crypte. T'imagines les balls à l'époque, je pense. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, t'imagines un truc où on te dit, quand vous verrez le film, il va se passer un truc incroyable dans cette salle. Mais il savait ce qu'il faisait parce que la tension du coup qui naît, tu vois, quand il y a Janet Leigh qui rentre dans cette douche et que c'est filmé étrangement et tout ça, c'est... Ça jouait avec son côté hyper placide à lui, un peu drôle. Enfin, bon, là on est en train de parler. Je veux dire, je crois que c'est compliqué de mettre Hitchcock et Comes at Night dans une discussion. Mais bon. Bon, bah les gars, merci beaucoup. Hein, je pense qu'on a fait le tour de ce film. Je sais pas, est-ce que vous recommanderiez ce film à voir à quelqu'un ou pas en ce moment au cinéma? Eh ben, étant donné la flopée de grands films d'horreur qu'on a eu ces derniers temps, je les dirigerai plutôt vers un autre de ces films. D'accord. Mais ouais. Non, moi je pense pas. Je pense qu'il vaut mieux l'éviter et prendre Grave sur iTunes et puis voilà, ça sera très bien. Bon. On peut s'arrêter là et puis on vous dit à très bientôt. Gros bisous. Ouais, à bientôt. Bisous. Merci, à bientôt.